Je reprends à partir du point atteint en novembre, à la lecture de la conférence de Caracas, le réel comme Patou, dont Lacan ajoutait que j'aborde dans ma pratique. De là le propos de ce soir, le réel comme Patou dans notre pratique de la psychanalyse. Au passage, l'effet d'après-coup de cette formule nous permettra de relire certaines séances du séminaire de Lacan. 2 séances du séminaire RSI, des 8 et 15 avril 1975. L'avant-dernière séance du séminaire Le Saint-Homme, du 13 avril 1976. Et la 3e séance du séminaire D'un autre à l'autre, du 27 novembre 1968. Car cette thèse du réel comme Patou, si précise et éclaire ces séances du séminaire. Base solide pour diriger une pratique de la cure analytique vers le réel. C'est la version que je vous propose du terme direction de la cure. Une fois le rivage du dernier Lacan atteint, ces derniers enseignements, je crois qu'il faut lire sa direction de la cure comme une direction de la cure en direction du réel. La cure en direction du réel. Tel est le cadre que nous pouvons traiter au terme de ces 3 premiers séminaires de cette année. La question de l'exercice de la langue dans une analyse. Son exercice est la condition épistémique de son efficace. En français facile, pourquoi ça marche et à quoi ça sert. Alors, abordons la question de ce réel Patou avec Freud. C'est Freud qu'au fond, Lacan tire cette inspiration. La thèse freudienne capitale, qui soutient le réel comme Patou, et vous vous en doutez, je pense, celle d'un refoulement originaire. Urverdrängung en allemand. Pour dire premier, originaire, initial, primordial. La thèse d'un refoulement originaire est tout aussi surprenante dans la découverte freudienne que celle de l'inconscient. Je montrerai qu'elle lui est étroitement liée, qu'elle procède du même mouvement, en un mot, qui est de poser un trou dans la structure. Alors, le cheminement de Freud, quant à ce concept, nous allons essayer de le retracer très sommairement. Étrange concept, à vrai dire. Mais c'est peut-être le cas de tous les concepts de la psychanalyse, d'être un peu bizarre. Alors, voici les grands textes du corpus freudien. Avant même l'affirmation d'un refoulement premier et constitutif qui est énoncé dans le texte de 1915 sur le refoulement, vous savez, dans ce texte qui, avec quelques autres, est regroupé en français sous le titre de métapsychologie. Donc, dans la métapsychologie, dans ce recueil auquel les Français ont donné ce titre, il y a donc un texte sur le refoulement et un texte sur l'inconscient. Et simultanément, dans ces 2 textes de 1915, la thèse du refoulement originaire est posée. Mais avant cela, il y a en 1911 la partie théorique du Schreber. Je vais y revenir, mais marquons bien que l'affirmation
d'un refoulement originaire va scander régulièrement l'élaboration de Freud jusqu'aux grandes œuvres de la fin de son parcours, Inhibition, symptômes et angoisse, Analyse finie, infinie, et les nouvelles leçons d'introduction à la psychanalyse. Je tire donc, avec notre habitude de commencer par la fin pour produire des effets après-coup de rétroaction, je tire donc une définition de la 32e conférence d'introduction à la psychanalyse de 1932. On lit dans la 32e conférence, c'est à la page 101 de l'édition allemande, mais qui est aussi dans la marge des éditions françaises contemporaines. Les premiers refoulements, les refoulements originaires, se constituent directement à la rencontre du moi avec une revendication libidinale excessive issue de facteurs traumatiques. Une définition de synthèse de la fin de l'œuvre de Freud. Et lorsque le refoulement originaire est énoncé dans le texte de 1915, le refoulement, il s'impose identiquement à Freud comme refus de prendre en charge dans le conscient, de mettre à l'écart une tension, tentative de mettre à l'écart une tension pulsionnelle intolérable. C'est la même idée. C'est à ce moment-là que Freud produit son terme, pour la première fois, donc en 15, qui est resté problématique, il faut bien le dire, dans les débats des psychanalystes depuis. Autour du terme, dont je ne vous traiterai pratiquement pas ce soir, mais que je reprendrai à ce printemps, le fameux terme de représentant de la représentation, qu'il définit, Freud, comme représentant psychique, pulsionnel. Le texte qui précède le refoulement dans le volume Métapsychologie, Pulsion et destin de pulsion, a expliqué que la pulsion est le représentant psychique des excitations issues de l'intérieur du corps et parvenant ainsi au psychisme. Gardez cela en réserve, car il faudra y revenir. Cela nous conduit en fait au concept de savoir inconscient tel que Lacan le développe dans les 2 dernières décennies de son enseignement, plus précisément d'abord dans le séminaire 11, puis à partir de D'un autre à l'autre en 1968. Et jusque dans les derniers séminaires, la notion du savoir est essentielle, tout particulièrement dans RSI. J'indique là, au fond, que nous allons travailler au printemps prochain cette question de la représentation chez Freud et chez Lacan, qui sont des notions très, très différentes et qui transforment la problématique de la psychanalyse. Mais revenons à la 32e conférence qui concluait que le refoulement originaire est la défense primaire contre la violence traumatique de la tension pulsionnelle. C'est ce que disait déjà de façon complexe le texte de 1915 sur le refoulement et les travaux de 1915 sur l'inconscient et le refoulement ont été précédés, vous disais-je tout à l'heure, par le Schreber. En 1911, le texte sur Schreber et sa partie théorique, sa 3e partie, texte Schreber, vous savez, est le résultat de plusieurs années de travail commun de Freud avec Jung, Abraham et Ferenczi sur la psychose. En 1911,
Dans la troisième partie de ce texte, la partie théorique, la structure du refoulement est décomposée en 3 temps. Le premier temps en est la fixation. Le premier temps du refoulement est la fixation. Jamais oublier cette position de Freud dès 1911, elle est fondamentale. Qui, dit-il, précède et conditionne tout refoulement. En effet, la fixation a été découverte en 1905 dans fin des 3 essais sur la théorie sexuelle comme noyau de la vie sexuelle dont les 3 traités sur la théorie sexuelle concluaient, au fond, sur une sorte d'addiction, c'est quasiment le mot de Freud, aux effets de nos premières expériences sexuelles infantiles. Nous y sommes en quelque sorte collés, en quelque sorte ramenés irrésistiblement et pour toute la vie entière, dit Freud dans cette dernière page des 3 traités sur la théorie sexuelle. Et ce qui caractérisera notre vie sexuelle, c'est le fonctionnement de cette fixation dans le fantasme. La partie théorique du Schreber indique donc que la fixation, c'est de la pulsion inhibée est devenue un courant pulsionnel inconscient. Cette image du courant refoulé se tient en réserve de la forte formule du texte de 1915 sur l'inconscient. Il y a, dit Freud, comme une dépense permanente du refoulement originaire. Cette formule est étonnante. Le pulsionnel refoulé constitue un reste qui travaille à se répandre dans la vie psychique en ressurgissant dans le symptôme. C'est ainsi que le texte sur la partie théorique du Schreber, distingué comme deuxième temps du processus du refoulement, le refoulement proprement dit, qui maintient inconsciente la fixation. Et comme troisième temps, le retour du refoulé, qui se produit déformé comme symptôme. Voilà la structure du refoulement dès 1911. Et on voit bien que cela colle avec la définition que nous avons tirée de la 32e conférence, puisqu'au fond, sur quoi s'applique le refoulement initial? Eh bien, précisément sur cette exigence libidinale excessive, initiale, issue des premières expériences infantiles d'ordre traumatique. Nous y sommes, c'est bien de la fixation qu'il s'agit. Ce processus est la métaphore du courant continu et ce qui va être conceptualisé par Lacan, en premier lieu comme S1, le signifiant porteur de l'effet traumatique. Nous gardons cela en réserve, je vais en dire quelques mots trop rapides ce soir, et nous donnerons le temps à cela au printemps prochain pour conclure ce séminaire. Il faut noter que la 32e conférence a pour titre « Angoisse et vie pulsionnelle » et que la citation princeps que je vous ai dite à l'instant conclut la première partie de cette conférence sur l'angoisse. On peut même dire que ces pages de la 32e conférence concluent une recherche sans cesse remise sur le métier par Freud, tentant depuis le début de ses travaux, même pré-analytiques, à saisir ce qu'est l'angoisse. Recherche qui s'ouvre donc avec les premiers textes pré-analytiques des années 90 du 19e siècle, sur la névrose d'angoisse et la neurasthénie, et qui trouve dans cette première partie de la 32e conférence
leur conclusion. Donc, conclusion d'une recherche de 40 ans sur la question de l'angoisse, sans cesse renouvelée par Freud. L'angoisse y est dite donc duel. Elle est d'abord la conséquence directe du facteur traumatique, puis au fur et à mesure que la vie lui fait faire retour comme signal de danger, réapparaît sous des formes diverses ce facteur traumatique générant l'angoisse comme signal. Cette conclusion avait été préparée dans la décennie précédente par les grandes synthèses cliniques d'inhibition, symptômes et angoisse. La 32e conférence est de 1933, inhibition, symptômes et angoisse de 1926. Dans le chapitre 2, inhibition, symptômes et angoisse, on lisait cette définition essentielle de l'angoisse. Retombée de vécu pulsionnel très ancien de caractère traumatique. Vous voyez là, tout se tient. La dimension de l'angoisse et l'ouverture sur le refoulement originaire comme effet de ces expériences traumatiques initiales. À quoi ces textes fondamentaux de la théorie et de notre pratique nous donnent-ils accès? Eh bien, en fait, c'est une grandiose articulation du corps et du psychisme à travers le trauma provoqué par l'exigence pulsionnelle. Or, cette articulation du corps et du psychisme, c'est la façon lacanienne de le dire, ce sera la langue. Nous sommes là avec la position de refoulement originaire dans les abords déjà de ce que nous frayons depuis quelques années comme étant la langue. Alors, parlons un petit peu de Lacan maintenant, mais très peu ce soir, et un peu trop cursivement, je trouve, mais allez, ne pas trop prendre d'heures pour votre patience à la veille des vacances. Alors, dans la deuxième séance du séminaire d'un autre à l'autre que je vous ai annoncé tout à l'heure, du 27 novembre 68, Lacan reprend des énoncés fondamentaux qui avaient précédé. Il dit que le S1, le signifiant 1, représente le sujet pour un autre signifiant, le S2. Vous connaissez tous cela, c'est la définition lacanienne du signifiant. C'est le rappel de ce qui a été établi au début de la décennie des années 60, aliénation du sujet par la chaîne signifiante. On avait des trucs qu'on pouvait projeter, des baptêmes. Je vous les redonne, mais ils vous sont connus, je pense. Donc, ce baptême-là, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est ça. Alors ça, c'est le baptême de l'aliénation signifiante, d'abord au trait unaire, S1 sur S barré, et ensuite à la chaîne, S1, S2 sur S barré. De S2, Lacan dit dans d'un autre à l'autre, c'est le savoir en tant qu'il est le terme opaque où vient se perdre le sujet lui-même. Et il ajoute, c'est là ce que Freud désigne comme l'Urverdrängung. Il le dit en allemand, le refoulement originaire.
C'est à la page 55 du séminaire D'un autre à l'autre. Je vous lis le paragraphe très court. C'est là ce que Freud désigne comme l'Urverdrängung. Ce refoulement dit originaire n'est qu'un prétendu refoulement, puisqu'il est expressément formulé comme n'en étant pas un, mais comme étant un noyau, hors de portée du sujet, tout en étant savoir. C'est pour ça qu'il dit que le S2 est à la fois la marque de refoulement originaire et c'est le savoir. Il y aurait un savoir inscrit, et il ne cesse pas de ne pas s'écrire, dans le refoulement originaire. Voilà ce que signifie, je continue le texte, la page 55, voilà ce que signifie la notion d'Urverdrängung, pour autant qu'elle rend possible que toute une chaîne signifiante vienne la rejoindre, donc S1, S2, impliquant cette énigme, cette véritable contradiction in adjecto qu'est le sujet comme inconscient. Ça, c'est une citation importante parce qu'elle capitalise à la fois les nouvelles notions introduites à partir de 68, et tout particulièrement celle du savoir, et capitalise ça avec la théorie de l'aliénation présente dans le séminaire 11. Tout cela, nous le reprendrons au printemps. Il aurait été utile de le faire maintenant, mais bon, tant pis. On pourra montrer que la formule de la représentation du sujet par un signifiant S1, le trait unaire identificatoire, est frappée par le refoulement originaire. Et en quoi le S2 correspond à ce que Freud appelle représentant de la représentation. Enfin, on pourra montrer que l'issue à cette vacillation du sujet, qui est donc aliéné sous la chaîne signifiante, cette issue est à trouver dans l'objet pulsionnel et sa reformulation imaginaire dans le fantasme. Ça, c'est la reprise, donc, à travers ces mathèmes. Alors, on peut maintenant mettre les autres mathèmes. Merci beaucoup. Donc, celui-là, le deuxième mathème, donc c'est le mathème complet du discours du maître ou du discours de l'inconscient, si l'on ajoute le poinçon entre S barré et A, c'est-à-dire le mathème du fantasme. C'est la façon dont Lacan, en quelque sorte, réinvestit la place du fantasme hanté sur la fixation dans l'ensemble de la structure de l'inconscient structuré comme un langage. Ce mathème S1 sur S1 tiré ou flèche S2 sur S barré poinçon petit a, ça veut dire que le fantasme S barré poinçon petit a est réintroduit dans l'ensemble du schéma de l'inconscient structuré comme un langage pour lui constituer une issue. Une issue pour qui? Pour le sujet barré, le sujet de l'inconscient, qui sinon est aliéné au signifiant. Sujet aliéné au signifiant, qui advient d'être aliéné au signifiant, n'a pour issue de cette vacillation fondamentale, qui est celle du refoulement originaire, qu'à travers ce que le refoulement originaire lui laisse comme possibilité à attraper dans la répétition, c'est-à-dire la fixation, c'est-à-dire le petit a inscrit dans le fantasme comme imaginaire. La conclusion en est que c'est dans le discours de l'analyste, le troisième mathème, que le dépliage de ces refoulements se fait, et en premier lieu, celui du fantasme. Puisque vous voyez que A flèche S barré, c'est la mise au travail de ce qui, dans l'inconscient, ne peut pas se dire.
dans l'inconscient, S barré, poinçon petit a, et sous la chaîne, dans le discours de l'analyste, A flèche S barré désigne que l'on met le fantasme au travail à partir du plus de jouir, à partir de l'objet, etc. Donc voilà le vaste programme du printemps, de reprendre tout ça pour vous montrer comment on peut y inscrire la problématique de la langue. Pour ce soir, avançons un tout petit peu sur les textes que je vous ai annoncés de la dernière décennie du séminaire. Alors, pour ponctuer ce qu'on vient de dire, une formule de d'un autre à l'autre dans la deuxième leçon à la page 60 me servira de repère. Lacan dit « Le savoir se sait-il lui-même » cette notion nouvelle du savoir qu'il vient d'introduire, égalant au refoulement originaire, le savoir se sait-il lui-même ou de sa structure est-il béant? Voilà l'aporie du concept de savoir introduit par Lacan en 1968. La relance se fait en avril 1975 dans le séminaire RSI. On lit « L'univers a un trou qu'il n'y a pas moyen de savoir ». On trouve ça dans Ornicard, cette revue parue du temps de Lacan, Ornicard numéro 5 à la page 39. 39. Le trou est désormais, je l'annonçais, la notion ou la métaphore lacanienne du refoulement originaire. Ce refoulement, dit Lacan, que l'analyse affirme non seulement comme premier, mais comme irréductible. Difficulté de cette métaphore du trou. Parce que si c'est irréductible, on ne sait pas ce que c'est, nous dit Lacan à la fin de ce séminaire d'avril 1975 dans RSI. Déjà, Freud, dans ses schémas de l'appareil psychique, que vous lirez, si vous voulez bien, vous relirez dans le chapitre 7 de l'interprétation du rêve, dans ce schéma, Freud affirme que sa théorie de l'appareil psychique sort du modèle physique du réflexe, puisque le mouvement, après lui, va de la perception initiale à la réponse motrice, schéma réflexe. Mais, dit Freud, ma théorie en sort. Elle en vient, mais elle en sort. Elle sort aux deux sens du terme. Car entre la perception, notion initiale de toute théorie réflexe, et la réponse motrice, s'intercale un lieu d'inconnu. Ce sont les termes de l'interprétation du rêve. Un lieu d'inconnu qui subvertit le schéma réflexe. Il y a donc, pour Freud aussi, et dès 1899, ce trou et qu'il n'y a pas moyen d'en produire un savoir. Alors qu'il y ait un trou constitutif du schéma général de l'inconscient, eh bien, qu'on ne puisse pas en produire un savoir, eh bien, cela se dit dans le dernier Lacan que la vérité ne peut être que midite. Le midi de la vérité atteste le patou du réel. Du réel patou, patou n'est possible à dire, puisqu'il comporte un trou irréductible. Voilà comment
l'introduction de cette étrange notion du trou, mais qui sera tellement investie dans les nœuds borroméens, vient chez Lacan prendre le relais direct et le décalque du refoulement originaire freudien. Et c'est là le point de rencontre théorique fondamental entre Freud et Lacan quant au réel comme patou. Lacan aura été celui des analystes qui, après Freud, a insisté sur le refoulement originaire, et en fait, il s'est fait le théoricien du refoulement originaire. Les autres n'en parlent pratiquement pas. Freud nous avait donné les bases. Je vous rappelle qu'en 2018, au début de ce séminaire, nous avions fait un premier tour de cette question, en revisitant le concept freudien de déplacement. Il définissait, disions-nous, la possibilité même d'un inconscient à partir d'un déplacement premier et fondateur. Nous sommes là dans les mêmes axes. Lacan nommait cela, c'était dans Radiophonie, je vous le rappelle, passage de la jouissance à l'inconscient. C'était formulé en termes de jouissance, terme neuf en 1970 dans le texte radiophonique. Les mises en place, au fond, de cette fondation de l'inconscient par un trou, par un refoulement originaire. Je l'annonçais donc ainsi, à l'époque, au début de ce séminaire, il y a détermination de la structure par la jouissance, plus précisément, émergence de la structure de l'inconscient à partir d'une suspension de jouissance et d'une substitution de jouissance. Voilà ce dont il s'agit en arrière-fond dans la discussion sur le refoulement originaire, et qui est la notion même dans Freud qui peut nous conduire à l'idée du réel comme patou. Alors, qu'est-ce qu'il nous est possible de faire avec ou devant ce trou? En télévision, à la page 60, il a un moment formulé ça, il dit, je l'ai là, oui. Quoi peut se dire dont le réel nous vienne par ce discours? Et tout le paragraphe est le suivant. Quoi de là peut se dire du savoir qui existe pour nous dans l'inconscient, mais qu'un discours seul articule. Quoi peut se dire dont le réel nous vienne par ce discours? Peut-il y avoir discours à partir du moment où l'inconscient se fonde sur un trou? Ainsi se traduit votre question dans mon contexte, c'est-à-dire qu'elle paraît folle. Voilà. Problématique peut paraître folle. Et notre éthique, celle de l'acte analytique en tant qu'acte dans la cure, contient une version de l'interprétation que nous indiquait le séminaire 11. Nous en avons déjà parlé. J'appellerais ça ferrer les signifiants de l'Obrocène. L'Obrocène, vous vous souvenez ce que c'est, nous en reparlerons si vous voulez tout à l'heure. Nous avons précédemment relevé l'importance de la page 226 du séminaire 11. Là, Lacan nous propose, au-delà des interprétations qui donnent du sens, nous atteignons comme axe de notre effort d'interprétation le signifiant hors sens. Et il dit donc dans cette page 226 du séminaire 11, le signifiant hors sens est traumatique. Et c'est cela qui doit être cerné par l'interprétation. Nous savons
que l'outil, le moyen de cette opération délicate n'est autre que l'équivoque. Là se manifeste ce que j'ai appelé dans ce premier trimestre de cette année une approche, et que Lacan, je vous le disais, a appelé abord du réel. Dans les surgissements de l'équivoque, surprenant et seulement éventuel, ce que l'on appelle contingence, et que Lacan définit, le réel qui cesse de ne pas s'écrire. C'est ça la contingence. Quand ce qui ne s'écrivait pas cesse de ne pas s'écrire. Ce qui était impossible à dire et ce qui, dans le sens, ne s'atteint pas, on peut l'approcher ou l'aborder par des fragments de la langue, des bribes de poésie, que sont les jeux de l'équivoque signifiante, dans le lapsus, les jeux de mots, les condensations, et bien entendu les concrétions de langues inédites qui fleurissent depuis les créations de langues des enfants jusqu'aux surprises des formations de l'inconscient et au néologisme porté bien souvent par les délires. En un mot, je dirais qu'il s'agit, dans ce temps primordial de l'interprétation, donc de ferrer les signifiants de la Brossène, de cette scène initiale où l'arrivée à nous des éléments de langue issus des parents se fait à travers leur obscénité. Alors, pour donner de tout cela un peu d'illustration, je vais vous présenter un cas de ma pratique, un cas clinique, comme on dit. Voici. Le signifiant empirisme a fait pour un analysant l'effet d'un blanc au cours d'une de ses lectures. Un grand lecteur, monsieur. Pendant un temps, le sens du mot s'est absenté pour lui. Alors qu'ordinairement, cet analysant connaît le sens de ce terme philosophique. Le signifiant isolé de la signification résonne dans un vide de sens. Mais c'est pour en appeler à quelque chose d'autre de l'ordre de l'inconscient. Alors que dans cet exemple, ce signifiant soit un terme abstrait n'est pas l'explication de ce phénomène. Ce mécanisme peut aussi bien avoir lieu à propos de n'importe quel mot familier, comme chez la Mora, par exemple. Mora, enfant, révolté par une fessée administrée par le père, s'écrie pour l'insulter « Toi, lampe, toi, serviette, toi, assiette ». Tous ces signifiants du quotidien sont, pourrait-on dire, à portée de la main pour, dans l'insulte, s'évadant de leur signification, devenir des signifiants comme tels et servir de projectile à la rage. Ici, une remarque. Il est probable que le premier mot qui vient à l'enfant en colère, lampe, lampe en allemand, le même mot prononcé autrement, soit mis ici pour schlampe, une interprétation que j'ai proposée à nos amis allemands et autrichiens. C'est intéressant. Schlampe, ça veut dire souillon, salope, voire putain. Que l'enfant a dû entendre dans le quotidien de la vulgarité de la ville et dont la signification lui restait inaccessible, il en a extrait lampe.
le mot pour lampe, et à la suite se propose pour lui des associations par contiguïté métonymique d'objets familiers, la serviette, l'assiette. Voilà comment il construit, au fond, son interjection insultante et rageuse contre le père, forme une série de signifiants décalés de leur signification et servant à l'expression de la colère. Alors revenons à mon analysant maintenant. Pour mon analysant, les connotations du signifiant empirisme vont-elles aussi mobiliser ce genre de mécanisme qu'on vient de voir avec l'homme rat enfant? Déplacement de signifiants vers d'autres signifiants. Tout d'abord, il lui vient, en analysant, qu'il a toujours été confronté à l'empire de sa mère. Extrait d'empirisme, l'empire de sa mère, c'est son association. Empire de sa mère sur lui. Le signifiant empire est donc extrait d'empirisme pour produire une signification nouvelle. Sa vie s'est passée au service des dames, à ce monsieur. La mère d'abord, puis l'épouse ensuite. À se plier à leur demande, avec son contre-effet d'affect négatif, crise de colère, période de tristesse devant ses désirs propres, jamais possible à soutenir. Mode de jouissance où, là encore, se note une rage destructrice, comme chez l'homme rat. Puis un rêve lui vient. Et ce rêve se condense dans un syntagme du lait dans le champagne. Il interprète en isolant les dents, où il entend les dents, les petits os émaillés de nos mâchoires. À propos de ses colères dans des séances précédentes, il avait, un jour qu'il allait en urgence chez le dentiste et qu'il était venu à sa séance après, m'avoir dit que ses collègues, au fond, ce sont des rages de dents. De dents, ça veut dire à l'intérieur. Donc, il reprend, au fond, quelque chose qui était déjà venu comme jeu de mots, comme condensation signifiante, à propos de ses dents. Il le reprend pour lire son rêve avec le syntagme du lait dans le champagne, les dents. Cette fois, le signifiant les dents lève toute une série de rêves de vampires présents chez ce monsieur depuis son enfance. Le signifiant vampire est celui qui se déduit de celui dont le sens est plus accessible. Il y a fonctionnement d'une équivoque signifiante pour passer d'empirisme à vampirisme. Cette interprétation qu'il produit lui fait alors découvrir dans son imaginaire l'enfant mort, celui qui aurait dû être son frère, mais n'est pas né du fait d'une fausse couche de la mère. Il conçoit alors un sens tout à fait imaginaire de son rêve, avoir fait disparaître l'enfant mort dans le lait qu'il buvait le matin, où il prend le pire à son compte, suivant son pli coutumier, de s'attribuer toutes les fautes. Quelques rêves de vampire qui prennent un bain, puis un rêve où il agrippe les jambes de sa mère, etc., le conduisent à l'affirmation « ma mère est le vampire ». D'autres associations postérieures mettront en lumière la place que tient la mort dans la filiation maternelle, faite de suicide et de deuil. Les fragments de réel, là, tendent à s'historiser, chargent les signifiants hors sens de l'obrocène parental. Ici, singulièrement,
Cette scène, chargée de résonance, n'est pas nettement libidinalisée, mais joue du côté d'un imaginaire de mort. Or, la vie de cet analysant dénote une faible activité sexuelle depuis sa jeunesse. C'est un cas d'enfant faiblement érotisé, à l'inverse de la plupart des cas de Freud, où Freud s'applique à développer ce qu'il appelle les dispositions libidinales fortes, toujours issues de l'obrocène familial, c'est-à-dire de contextes familiaux érotisés, l'obrocène donc proprement dit. À ce propos, le caractère abstrait du terme choisi par l'inconscient de cet analysant pour faire, au fond, acte et ouvrir à l'équivoque, le terme empirisme, est dans cette logique d'abstraction non érotisée, de déviation sublimatoire de la pulsion, le caractère caractéristique des goûts de cet analysant. Cela m'amène à dire que dans l'obrocène, tout n'est pas de l'ordre du sexuel. Contrairement à ce que, en apparence, le terme décalqué d'obscénité a l'air de vouloir nous dire. Il y a aussi une composante, une force de mort. Dans l'expérience traumatique qui conduit à la fixation, ces rencontres de la pulsion de mort ont leur part, plus ou moins déterminante selon les cas. Je voudrais vous faire connaître les derniers mots d'une note tardive que Freud ajoute en 1925 à la fin du chapitre 4 de l'interprétation du rêve, le fameux chapitre essentiel où il traite de la déformation du rêve. Et cette petite note va très loin, c'est juste une phrase. Freud en vient à se demander, lui qui travaille dans ce chapitre 4, la question des rêves d'angoisse. Si tous les rêves ne sont pas créés par des forces de pulsion libidinale en opposition à des forces destructrices. Freud va jusque-là, jusqu'à nous dire que les éléments libidinaux produisent dans l'inconscient seraient en quelque sorte la tentative de l'éros de répondre à Thanatos, tentative de libidinaliser ce qui serait, au fond, dans le cas contraire, livré à des forces de pulsion destructrices. Il y aurait donc un effort de sexualisation contre des pulsions destructrices à l'œuvre. Et où s'investit, ça se lit aussi dans les lignes de cette fin du chapitre 4, mais ça se lira plus tard, en 1924, dans l'œuvre de Freud, ça se lit à travers le masochisme érogène. Ça donne un éclairage nouveau sur les rêves d'angoisse. J'avais mentionné en passant, il y a quelque temps, l'année dernière, plus exactement à quel séminaire, qu'à sonder le réel à travers le signifiant comme tel, Lacan nous avertissait que c'est la figure de la mort que l'on risquait de rencontrer. Je n'avais pas assisté, me réservant de développer cela un peu plus cliniquement ce soir. La figure de la mort est une expression de moi, mauvaise. On pourrait dire la mort sans figure. Alors, je vais vous lire ici un passage qui va peut-être vous étonner, car la façon dont s'est formé l'imaginaire de cet analysant me semble confirmer ça au même titre que la colère envers son père de l'homme aura, enfant, futur obsessionnel, comme nous le savons, dans un rapport bien particulier à la mort. Alors, je vous lis un passage
peu connu du séminaire Le Saint-Homme à la page 125, et qui, à la lumière de ce que nous venons de tracer, prend un certain relief. C'est dans la 8e, c'est le 7e ou le 8e séminaire, aucune importance, c'est à la page 125. Je cite Lacan. La pulsion de mort, c'est le réel en tant qu'il ne peut être pensé que comme impossible. C'est-à-dire que chaque fois qu'il montre le bout de son nez, il est impensable. Exactement ce qu'il disait le refoulement originel. Irréductible, impensable. Aborder à cet impossible ne saurait constituer un espoir, puisque cet impensable, c'est la mort, dont c'est le fondement du réel qu'elle ne puisse être pensée. Alors, je lis ça, mais comment ça, la mort, fondement du réel? Le réel n'a pas d'être, ne peut pas avoir de fondement. Alors là, je retourne à Ornicard 9, la première version initiale du Vivant de Lacan du Saint-Homme, et je trouve ce que j'avais subodorer. C'est-à-dire que c'est une coquille ou une grave erreur de l'édition Miller du Seuil. Il ne dit pas du tout que la mort, c'est le fondement du réel. Il dit que c'est le fondement réel, de réel. Le fondement de réel de la mort ne peut être pensé. C'est ce fondement de réel. Il y a donc un fondement de réel de l'impensable de la mort qui se produit dans les rêves d'angoisse et dans ce que nous avons lu chez Mona Lisa et chez ce cher Omora. Voilà pour ces petits éclairages cliniques. Maintenant, revenons un peu à quelques éléments de théorique pour finir ce soir. Je voudrais vous parler des bouts de réel. Je vous ai parlé des fragments, des bribes tout à l'heure. Non, les bribes de la langue que l'on peut attraper, que l'on peut saisir, que l'on peut essayer de bricoler, ne saisissent ou n'entrevoient, nous chercherons un mot pour le dire, que des bouts de réel. Bribes de la langue au bout de réel. C'est une formule de Lacan dans ces années-là. Avec ces exemples que nous avons pris sur l'abord du réel dans notre pratique, à partir de l'équivoque signifiante, on conclura donc qu'on ne cerne que des bouts de réel, comme le disait Lacan dans ses derniers séminaires. Contrairement à l'idéal de science, comme je vous le disais le mois dernier, qui produit l'idée d'un univers. Pour nous, le paranoïaque nous a enseigné que l'univers est une construction du délire, faite pour se défendre contre l'effondrement psychique et le sentiment de fin du monde qui forme dans le cas Schreber, comme dans bien d'autres du reste, la crise d'entrée dans la psychose, la décompensation. On constate qu'en fait, la science arrache au réel des bouts de réel, des bouts de réel, des bouts. Vous le disiez dans les séminaires précédents de ce trimestre. Notre pratique, elle, n'arrache pas. Avis à tout forçage dans la cure. Non, notre pratique aborde, disions-nous, passe au bord. Et par cette approche, cerne l'événement fugace par l'équivoque, sans plus. Et c'est là que l'on touche la difficulté. La difficulté du réel lacanien, comme pas tout.
Parce qu'il y a du refoulement originaire. Si le trou est primordial, alors on peut bien dire que le réel, selon Lacan, c'est qu'il n'y a pas de rapport sexuel, mais ça ne nous donne pas un savoir sur le réel. Dans ces lignes de la 8e séance du symptôme, où Lacan nous confronte à notre humble attente limitée à des bouts de réel, il précise bien que même cette thèse qu'il n'y a pas de rapport sexuel est suspecte. Si l'on espère par là saisir ce qu'est le réel. Car, je vous le disais, il n'y a pas d'être du réel, même si les philosophes se sont employés depuis 2500 ans à en former une idée. Lacan propose alors, dans cette 8e séance du symptôme, une métaphore. Le réel comme feu, mais comme feu froid, à chercher du côté du zéro absolu de température. C'est à peu près ce que nous visions en disant que le réel forclôt le sens. Et cela laisse à notre pratique et à son éthique de n'approcher que des bouts de réel. Nous reviendrons bientôt sur l'atteinte des bouts de réel dans la cure et la construction du fantasme. La dernière fois, Simge Zilif m'avait posé la question, je n'avais pas très bien compris ce qu'elle me disait, de savoir s'il y avait une relance à partir des saisies signifiantes, hors sens, une relance des... Et alors, Cécile Simon nous a donné l'explication en disant que c'est une relance des associations. Ça relance vers le sens, nécessairement, mais au départ, il ne faut rien espérer d'autre que choper un bout de réel, aborder, approcher. Si l'on en reste à nos exemples cliniques et à ce réel défini comme impossible, Lacan disant que la pulsion de mort y trouve un fondement, lisez cette fin de la 8e séance du symptôme. Je voudrais que vous vous confrontiez à ces avancées de Lacan en direct. Je ne vous en dis pas plus à ce propos ce soir, car je voudrais terminer sur ce qu'est l'essentiel de notre pratique. J'en viens donc, pour conclure, à la séance du 15 avril 1975 dans RSI. Il disait, c'était dans Ornicard 5, page 51, puisque nos amis qui disposent des droits d'édition de Lacan n'ont pas édité le séminaire RSI. Donc, nous avons la première version du vivant de Lacan dans Ornicard. Ornicard 5, page 51. La science, dit-il, n'attrape que des bouts de réel. Et il ajoute, ça pousse quand même à cette idée que je me suis aventuré à formuler que le réel n'est pas tout. C'est en toutes lettres dans les récits. Vous l'entendez, ce qui nous était apparu frappant dans la conférence de Caracas en 80 était annoncé 5 ans plus tôt dans la dernière séance du séminaire RSI. Je me suis aventuré à formuler que le réel n'est pas tout. Ça pousse, dit Lacan. Et quoi donc? Précisément, sa thèse qu'il n'y a pas de rapport sexuel et que l'instinct sexuel des animaux, c'est un bien grand mot que de dire qu'ils savent faire l'amour. Si nous avons dans la pratique de la psychanalyse un savoir-faire, cela s'en tient à une réceptivité dont le poète nous a donné l'exemple, au risque chez lui de la folie,
Est-ce une sorte de sainteté, cette réceptivité, qui dans notre cas ne se prend pas pour telle, se demande Lacan, des faits que nous sommes désabusés, des discours édifiants de toutes sortes, car cette réceptivité est tout entière vouée à l'abord du se jouit. Est-ce qu'on pourrait remettre notre bidule? Merci. Là, je ne pouvais pas vous le dire simplement, ça aurait été inaudible. J'ai donc repris ce que je vais vous expliquer. Le se jouit, c'est la jouissance qui se dissémine dans les dits de l'analysant. Le 8 avril 1975, donc dans Ricard 5, page 42, Lacan joue avec ce se jouit, comme je vous l'ai écrit ici. Je l'ai simplement recopié. Ce se jouit qu'impose l'auto-jouissance de la parole analysante, et ce se jouit qu'il a isolé déjà l'année précédente dans son écrit, la troisième. La parole analysante et la vie de l'analysant révèlent le fonctionnement de ce se jouit. À ce jouit, nous tenons, mais dans un suis-je, à gauche, dans Ricard 5, page 43. Il l'écrit comme ça, c'est-à-dire que quelque chose s'entend de cette jouissance, s'entend dans la matérialité sonore des signifiants hors sens. Dans la version renéotypée, qui circulait du temps de l'école freudienne de Paris, il écrit « suis-je » avec un « S ». Il écrit, ou la dactylo l'avait écrit comme ça. Ça a été répandu comme ça à l'époque de l'école freudienne. Et oui, là, ce serait que quelque chose suis je, mais suis-je, c'est plutôt que je, l'analysant ou l'analyste l'entend. Et Lacan avait précisé oralement, suis-je, S apostrophe, oui. Et il ajoute, suis, jouisse. Dans la version orale, néotypée, jouisse moi-même. Suis-je, et il met cette drôle d'expression à massauter des mots. Ça n'a pas été supportable pour Miller dans Ricard, et il a mis des points de suspension. Donc voilà ce qui se présente. Ce qui se présente, qu'est-ce que fait Lacan ici? Eh bien, il joue des jeux de la langue dans une démonstration d'équivoque signifiante qui relève de l'usage qu'il préconise de l'équivoque dans l'interprétation. Mais astucieusement, il applique cela au terme « se jouit », qui, comme auto-jouissance, est ce à quoi se réduisent les prétentions du sujet à être. Le « je suis » de Descartes est décalqué au début de la troisième pour devenir le « se jouit ». Il n'y a pas de « je suis », il y a un « se jouit ». Du même pas, c'est à quoi s'en tient la jouissance, puisqu'il n'y a pas de rapport sexuel et qu'elle ne peut se suffire de cette absence de rapport. Donc elle s'en tient au se jouit en jouissant de quoi? Eh bien, de l'objet. Et à ce jouit, nous avons affaire dans la cuve. C'est pour ça que c'est écrit ici. La série des jeux de mots nous dit que d'un même trait, ce sur quoi nous travaillons, le se jouit de l'analysant, et comment il faut s'y prendre par l'équivoque signifiant qui consiste à ouïr la jouissance prise dans les dits
de l'analyse. Justement, Voilà. excuse-moi, Bernard. Oui, je ne te vois pas. On pourrait remettre ça? Une seconde, s'il te plaît, Claire. Ouais. On peut enlever le truc, là. Sinon, on ne verra pas nos amis pour causer. Ça part? Oui. Voilà, vas-y. Oui, parce que dans la version, dans la copie d'écran là que tu as montrée, Oui. il y a une distinction avec la version RSI, cette affaire-là, qui me semble être un peu plus intéressante Ah ben, je l'ai pas, ça. Oui. parce qu'elle introduit la notion du WIR. Et tu viens d'en parler du Ben WIR. oui, le oui, c'est oui, je. Voilà. C'est-à-dire que c'est écrit « se jouit », virgule, « suis-je ». C'est-à-dire S apostrophe O-U-I tréma tiré J-E. Et C'est ce qu'on a là, oui. effectivement, ça nous introduit, c'est indissociable la question de l'équivoque de la question de la langue. Et de l'ouïe, du Et de son. l'ouïe, puisque la langue, ça ne passe qu'à l'oral. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, ben oui, c'est ça, tout à fait ça. J'ai longuement développé cette question de l'ouïr Ouais, qu'on avait cerné dès le séminaire ouais. du trimestre. Moi, c'est là-dessus que je voulais vous laisser pour ces leçons d'automne. Bon, c'est extrêmement astucieux, cette façon de présenter les choses, puisqu'il nous montre à la fois la façon dont on prend ce qui est notre objet, c'est-à-dire la jouissance à l'œuvre dans les dires de l'analysant. Par le fait d'entendre, mais d'entendre au sens d'ouïr. Entendre les jeux signifiants, les jeux de langue. Alors, bon, cet hiver, nous aurons 3 intervenants et nous allons sans doute mettre à l'épreuve ce que l'analyste peut faire du se jouir de l'analysant. Puis, je reprendrai pour conclure au printemps en 3 séances en présence de nos collègues libanais. La prochaine fois, en janvier, ce sera Bernard Nominé qui viendra nous parler de la question de la langue et il travaillera, je crois, d'après ce qu'il nous a envoyé, je vous l'ai fait parvenir par mail, à partir de la clinique de l'autisme. Vous aurez les arguments des 2 personnes suivantes, Angélique Walter qui est là et Pascal Padovani, quand ils me les auront envoyés. Je les envoie sur la liste dès qu'on les a. Voilà. Il y avait quelque chose que j'aurais bien aimé qu'on discute. Quand tu as abordé la question du trou, notamment, plus précisément à partir de ce qu'il a avancé, cette phrase que je trouve intéressante, lorsque Lacan évoque l'univers à un trou qu'il n'y a pas de moyen de savoir, parce et tu as parlé du trou de la structure au préalable, de par Freud. Alors, parce qu'il y a le trou du symbolique et il y a le trou du réel. Il me semble que le trou du réel, c'est il n'y a pas de rapport sexuel. Ça, c'est le trou dans le réel. C'est ce que Lacan définit comme étant le vrai trou. Dans le séminaire Le Symptôme, le vrai trou qui se démontre à partir de la droite infinie. Et puis, l'autre trou, c'est le trou dans le symbolique. Je ne sais pas si tu... C'est beaucoup plus compliqué encore, me semble-t-il. Ça nous enverrait dans une grande discussion. Disons que s'il y a trou du réel, c'est de l'ordre du refoulement originaire. C'est-à-dire, c'est le symbolique qui fait trou. C'est à partir du moment où quelque chose se passe de telle sorte que l'on passe de la jouissance à qu'il y a de l'inconscient. Et à ce moment-là, le
le trou du refoulement imaginaire est la condition même pour que quelque chose puisse s'écrire. Alors, ensuite, Lacan se lance, déjà à ce moment-là, dans sa construction borroméenne où tout est trou. Et en particulier, dans le nœud à 3 de base, il y a un trou central, qui est bouché, recouvert par l'objet de θ. C'est ça. Ce trou central nous intéresse bougrement, puisque c'est lui qui constitue l'ensemble du mouvement. Ensuite, pour qu'il y ait élément, pour qu'il y ait réel, il faut qu'à partir de cet acte initial, pour qu'existe un inconscient, le sujet armé du signifiant, même du signifiant unaire traumatique initial, assigne un réel. Il, en quelque sorte, considère qu'il y a quelque part une détermination indépassable, et détermination n'est pas le bon mot, qui est qu'il n'y a pas de rapport sexuel et que tout ce que l'on va construire va tenter d'y suppléer l'ensemble des semblants et les symptômes. Le trou du symbolique lui-même, c'est le fait que, c'est ce qu'écrivent les tableaux de la situation à la partie gauche, c'est le fait qu'il y a ce que Lacan écrit, grand S de grand abaret. C'est-à-dire que quelque construction logique, scientifique, discursive que l'on puisse produire, elle ne se clôt jamais. Elle est d'une part incomplète, d'autre part inconsistante. Ça, c'est le fonctionnement du symbolique, comprenant ce trou qui est de ne pouvoir jamais se fermer. C'est le modèle pour Lacan. Le modèle, c'est le travail que Gödel a fait sur la logique. Et plus globalement, l'ensemble de la critique des fondements des mathématiques à partir du début du XXe siècle, Russell, Cantor, Russell, Gödel, c'est là qu'il y a dans le symbolique un trou, c'est-à-dire qu'un système logique ou un système structural ne peut jamais se fermer en sa consistance. C'est ça. Donc, c'est 3 niveaux différents de cette question du trou, dont Lacan nous dit, et je te donne tout de suite la parole, dont Lacan nous dit dans ces lignes-là que j'ai citées qu'au fond, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et qu'au fond, c'est une métaphore, on trouve. Oui. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs mis l'accent sur la notion de bord, puisqu'il finit par dire le trou. Oui, mais alors là, c'est encore autre chose. La notion de bord, elle nous oriente vers les suppléances sexuelles. Parce que la notion de bord, c'est la façon, pour l'essentiel, dont il pense les zones érogènes, c'est-à-dire les trous du corps. Et les bords de ces zones érogènes constituant le moyen pulsionnel de la jouissance. Donc, si l'on passe du trou dans ces définitions fondamentales qu'on vient de retracer à la notion de bord, on est déjà dans le fonctionnement de la sexualité humaine. Enfin, c'est comme ça que je ne sais plus où, hein. Enfin, je ne sais plus dans quel texte ou séminaire, c'est comme ça qu'il finit par définir cette notion complexe du trou. Par contre, ce sur quoi je voulais juste faire un petit ajout, si je puis dire, c'est dans RSI, Lacan, il avance que le trou du symbolique, il est inviolable. Inviolable, je sais pas, oui. Et donc, ça m'a ramené à ce que Lacan évoque dans son texte, dans sa réponse à Ritter, hein, c'est 77, je crois, c'est après, juste après le symptôme, c'est un texte fabuleux où il dit que ce trou, c'est la limite de l'analyse, c'est-à-dire on ne peut pas aller au-delà.
C'est la notion d'inconnu qui travaille à ce moment-là. Ouais. Tu sais, c'est-à-dire la notion freudienne même. À un moment, Freud dit bon, je parle d'inconscient, mais il faudrait mieux dire l'inconnu radical. Ce dont il ne peut pas y avoir, on l'a dit tout à l'heure, de connaissance. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose avant qu'on parte en vacances? Non? Bon, alors, écoutez, merci d'avoir été là dans cette date fatidique d'avant les vacances. Reposez-vous bien, bonne fin d'année, et puis alors en janvier.